Pour achever en beauté le slalom à travers les archipels du sud de la mer Baltique, j'espérais, en cette mi-juin, une atmosphère plus estivale. Mais quand on s'apprête à débarquer dans le port de Turku en Finlande, ce n'est pas un bon grain qui va tempérer le plaisir de mettre le cap vers le cercle polaire. J'ai en tête de suivre une grande boucle imaginaire qui va devenir bien réelle, un fil rouge de plus de 3200 km, la Trans-Laponie, une route sans nuit. Tout au long de ce parcours, j'ai aussi à cœur de découvrir des vies insolites jusqu'au rivage de la mer de Barents, puis de remettre le cap vers le sud à travers les Alpes suédoises pour enfin retrouver les rivages de la Baltique, mais cette fois à Sundsvall. Il est temps de mettre pied sur les quais d'une cité partie presque totalement en fumée en 1827. Après ce qui fut l'un des plus grands incendies des pays nordiques, plus rien ici n'est construit en bois, à l'exception des guinguettes sur les bords de la rivière Rajoki, d'où s'échappent des accords étonnamment latinos. Je crois rêver, mais il s'agit bien de tango. En découvrant Yena et son groupe, je me dis que la ferveur populaire n'a rien à envier à celle de l'Argentine. À Turku, comme dans toutes les grandes villes du sud de la Finlande, ces mélodies révèlent des états d'âme très finnois. Les Finlandais ont la possibilité d'exprimer leurs sentiments à travers cette musique et cette danse. On dit que les Finlandais sont timides et parlent peu. Alors je pense que le tango leur permet de s'extérioriser et de libérer leurs sentiments. La fièvre pour le tango débute en 1913, grâce à un couple de danseurs danois venus présenter cette musique à la mode à la haute société finnoise. Pourtant, les tangos de Buenos Aires et d'Helsinki, en mode majeur ou mineur, possèdent deux identités propres. Il y a une grande différence entre les deux tangos. Le tango finlandais est peut-être beaucoup plus simpliste. Et c'est sans aucun doute la grande différence. Le tango argentin est beaucoup plus torride, lui. Et c'est un tango plus élaboré. Cette soirée entre joie et mélancolie prédit encore un bel avenir au tango finlandais. Il est presque minuit et parmi tous ces couples tournoyants, certains devront se lever tôt pour assister à l'autre événement du week-end à Turku, le marché. C'est un festival de couleurs, mais aussi de saveurs, surtout si l'on rend visite au poissonnier le plus réputé de la ville, Stefan Rhein. « 11 mois par an, qu'il fasse moins 28 degrés ou plus 30, il est toujours là pour vendre du sambre, du lavaret, du saumon et bien sûr du hareng sous toutes ses formes, malgré des soucis d'approvisionnement de plus en plus importants. D'ailleurs, on en a commencé il y a 13 ans. On a eu une quinzaine, vingtaine de pêcheurs que nous avons utilisés. Et maintenant, il reste seulement 5. C'est vraiment un grand changement. Résultat, pour manger du bon poisson, il faut se lever tôt. Souvent, en moins de 2 heures, l'étalage est vide. Alors, où sont les derniers irréductibles pêcheurs de la Baltique? Le port le plus important pour les pêcheurs, je crois que c'est dans l'environ de Nauvoo, île de Nauvoo, et puis Rauma. Pour comprendre pourquoi les pêcheurs disparaissent, j'embarque avec Tero Inekinen, qui est le dernier à perpétuer la tradition millénaire des harengs fumés au feu de bois dans la région de Rauma. Comme chaque matin, Tero part relever les filets posés la veille en espérant que les phoques et les cormorans, insatiables mangeurs de harengs, ne se soient pas régalés au passage. Après
Après avoir achevé de relever les 2 premiers filets, le constat est alarmant. La mer va mal. Je ne sais pas pourquoi. Les fonds sont sales et les bancs de harengs ne sont plus aussi importants qu'avant. La Baltique, dans certaines zones, détient de tristes records de radioactivité. À l'héritage empoisonné de l'ère des sous-marins nucléaires soviétiques, qui ne sont jamais réapparus à la surface, s'ajoute une évolution du taux de salinité de la mer. Plus on remonte vers le nord, et moins l'eau est salée, ce qui cause la raréfaction de nombreuses espèces, et des harengs en particulier. Malgré cela, Tero garde toujours un brin d'optimisme. Aujourd'hui, on a attrapé très peu de poissons. Mais ce qui est réconfortant, c'est qu'il est bien gras. Il est bien consistant et il est parfait pour être fumé. C'est très important que le hareng soit bien charnu. Et quand on le prend dans la main, on peut constater qu'il est de très bonne qualité. Quand on met ce poisson dans un four pour le fumer, ça donne vraiment un mets délicieux. Avec Tero, l'appétit vient en naviguant et il est temps de prendre le chemin du retour. Ce pêcheur solitaire avait 4 employés. Aujourd'hui, pour s'en sortir financièrement, il n'y a plus que sa femme pour l'aider quand il revient à quai. Les poissons, à peine sortis des filets, sont embrochés et patiemment disposés sur des cadres, mais la fumaison, pour obtenir des harengs totalement savoureux, demande une attention toute particulière. Il y a plusieurs facteurs. D'abord, il faut que les harengs soient bien frais pour aller au four. Et puis il faut bien les sélectionner et ne choisir que les poissons de bonne taille. Et puis il faut être vigilant tout le long de la fumaison. Il faut surveiller la chaleur pour que les poissons ne soient pas trop secs. Chacun a son propre style de fumaison. Et les habitants de Rauma aiment énormément mon style. Après 50 minutes de four, la dégustation en toute simplicité est un pur régal. Mais elle laisse un goût d'amertume. La tradition des harengs fumés au feu de bois vit ces dernières années. C'est à regret qu'il faut quitter ce petit coin de paradis finnois pour rejoindre un autre archipel, 300 km plus au nord où la Baltique me réserve d'autres surprises. Après Vasa, la route devient subitement plus aérienne pour atteindre les confins ouest de l'archipel de Kvarken, qui sont à moins de 20 km des premiers rivages suédois. Dans le petit port de Svedjehamn, quelques sternes batifolent dans un air un peu frais. À 2 h du matin, la lumière commence déjà à remonter. Première sensation d'un jour sans nuit. Un peu plus tard dans la matinée, ce village de pêcheurs haut en couleur est aussi le point de départ d'un dédale sans fin entre terre et mer. Quand il s'agit de se faufiler entre les 5600 îlots de l'archipel, Annette est une experte de la navigation en zigzag. Son doux regard bleu nous guide à la rencontre d'une mission scientifique qui ausculte ces faibles fonds marins de ce bout du monde, je devrais plutôt dire de ce monde émergent. Car depuis le retrait final des glaciers, il y a 9600 ans, la Terre précédemment comprimée par leur poids se relève. Avec ce phénomène de rebond régulier inexorable, des îles apparaissent et s'unissent, des péninsules grandissent, des lacs se forment. La superficie de la Finlande augmente ainsi de 1000 km² par siècle. Toutes ces particularités font que ce site classé par l'UNESCO intéresse un grand nombre de scientifiques, en commençant par Ulrika qui pratique des prises de vue sous-marines.
Nous essayons d'observer en particulier la végétation et toutes les substances naturelles sous l'eau. Et depuis qu'il y a des gens qui vivent dans cet endroit, nous essayons de rendre le plan de recherche plus facile en répertoriant tous les lieux qui sont fragilisés par l'impact de l'homme sur la nature. Et nous essayons aussi d'informer les populations locales pour qu'elles prennent les bonnes décisions, afin d'éviter de nuire à cette végétation vraiment très fragile. Sur les eaux de cet archipel en constante évolution, la cartographie s'actualise en permanence. Dans cette région du golfe de Bothnie, avec le relèvement perpétuel des terres de 1 à 2 cm par an, la jonction de la Suède et de la Finlande paraît donc inévitable pour une géologue comme Jannica. Je pense que la Finlande et la Suède auront probablement dans quelques milliers d'années une frontière commune ici, où la mer est déjà très étroite. Alors il y aura un grand lac au nord d'ici, et au sud, il y aura encore la mer Baltique. Mais entre Vasa et Umeå du côté suédois, il y aura d'ici là sûrement un pont reliant les terres. En attendant qu'il y ait des ponts entre Suède et Finlande, je décide de mettre le cap vers une autre frontière, celle de la Russie, 800 km toujours plus au nord, direction Kusamo, à travers l'infini vert de la taïga, au pays des 64 000 lacs. Mais la Finlande possède aussi de nombreux parcs naturels, comme celui d'Oulanka. Pour entamer le premier parcours pédestre de la Translaponie, je suis sur les pas de Matti Ovi, le directeur de ce parc de plus de 300 km². Au bout de quelques heures de marche, je comprends très vite pourquoi la beauté des paysages attire en moyenne plus de 170 000 randonneurs chaque année dans ce parc exceptionnel à plus d'un titre. La singularité du parc de Oulanka s'explique par la grande variété de sa flore. La Finlande est un pays assez plat et homogène, et à Oulanka on trouve tout type de surface. Des monts, des plaines, des canyons, des rapides. C'est pour cette raison que nous avons une flore si riche et variée. L'autre raison, c'est qu'il y a beaucoup de nutriments hérités des roches calcaires qui sont favorables aux plantes du parc. Et la troisième raison, c'est que l'on trouve encore des plantes intactes qui remontent à la dernière période glaciaire. Les Finlandais adorent se ressourcer dans ce sanctuaire de la nature, et je remarque que cela commence dès le plus jeune âge, surtout quand il s'agit de parcourir le circuit de l'ours, le sentier le plus populaire de Finlande. Matti me confie qu'avant la création du parc en 1956, ces forêts étaient ici le rendez-vous des chasseurs d'ours. Aujourd'hui, bien que protégés, les grands amateurs de saumon restent difficilement visibles, surtout en été. Avec Elina, qui est biologiste à Oulanka, que ce soit au fil de l'eau ou des pistes, les grandes étendues sauvages réservent d'autres surprises, comme celle de ces rennes qui lèchent des restes de sel à la surface de la route. Mais dès que je tente de m'approcher, cela tourne à la course-poursuite. Ces rennes ont peur des hommes, bien qu'ils soient élevés par eux dans des troupeaux. Pourtant, ils supportent toujours relativement mal la présence des hommes. Donc ils sont très sensibles au fait que l'on soit là, d'autant plus qu'ils ont des bébés qui ont 1 ou 2 mois. C'est pour cela qu'ils sont farouches et très craintifs, et donc on ne peut pas trop s'approcher d'eux. Donc inutile d'insister pour les voir de plus près. Il ne me reste plus qu'à reprendre la route en suivant les conseils d'Elina. Franchir le cercle polaire et rejoindre le véritable sanctuaire des rennes en Laponie, mais aussi le territoire des Samis, qui sont arrivés dans ces contrées autour d'Inari il y a 8000 ans.
Sur les trajectoires rectilignes de la route, il faut rester vigilant. Je traverse une région peuplée uniquement de 58 000 habitants, mais avec plus de 280 000 rennes en liberté. Sodankila, la dernière véritable ville avant le Grand Nord, célèbre le souvenir des ancêtres samis. À quelques kilomètres de là, Matiripi perpétue une tradition qui date de 5 générations. À 25 ans, il a pris depuis 7 ans le pari risqué et pas encore très lucratif d'être éleveur de rennes. C'est donc aussi un spécialiste incollable sur le poro, le renne, en finlandais. La plupart des bois de rennes présents dans cette grange sont des bois de mâles. Là, vous ne trouverez aucun bois de femelles, qui eux sont toujours plus petits. Les bois de rennes ne tombent qu'une fois par an, et en général durant la saison de printemps. L'autre partie importante chez les rennes, mais pour une question d'identification, ce sont les oreilles. Matti dévoile un carnet répertoriant tous les signes pratiqués sur les oreilles des bêtes à coups de couteau. J'ai uniquement le droit d'observer le signe de la famille Ripi. Les pages suivantes de ce bottin très privé présentent en quelque sorte le code barre de tous les rennes de la région. À plus de 22 heures, Matti et sa femme Anna se sont habillés chaudement pour participer au grand rituel annuel, le marquage des jeunes rennes nées au printemps. Au bout d'une heure de route, l'éleveur de rennes me demande d'attendre ici, seul, au cœur de la forêt. Quelques minutes après, une immense clameur monte. Des centaines de rennes en liberté, éparpillées dans les alentours, ont été rabattues vers des enclos. Il s'agit maintenant de poser un chiffre autour du cou des plus jeunes. Débute alors la seconde étape qui demande beaucoup de patience. Observer les petits numérotés pour voir vers quelle mère ils vont revenir et donc savoir à quel éleveur ils appartiennent. Ce n'est pas la phase la plus spectaculaire, mais c'est celle où il ne faut pas se tromper. Le marquage des jeunes rennes est une phase essentielle de l'élevage. Cela permet au propriétaire de reconnaître ses bêtes et de les conserver dans son troupeau. Si on ne faisait pas de marque sur l'oreille du renne, les propriétaires ne pourraient pas revendiquer certains animaux comme étant les leurs. À 2 heures du matin, les amis de Matti s'offrent une petite pause vodka et tranche de cœur de rennes séchées avant de passer à la dernière étape du marquage. Les revenus de la viande, de la peau et des bois leur rapportent rarement plus de 4 000 € par an. Un salaire vraiment modique pour un métier qui demande beaucoup de compétences. En fait, pour être un bon éleveur de rennes, il faut avoir beaucoup de talent et d'expérience. Il faut connaître le terrain, connaître la nature, savoir pister les rennes. Bref, il faut savoir faire beaucoup de choses très différentes. En commençant par être une fine lame, pour ce dernier acte de cette journée sans nuit. En l'espace de moins d'une heure, les bêtes passent dans des mains expertes.
Il est presque 4 heures du matin quand les dernières oreilles sont taillées suivant les signes d'appartenance de chaque éleveur. La fatigue commence à se lire sur les visages, mais la mission est accomplie. Le troupeau retrouve la clé des champs. C'est seulement en octobre, juste avant l'hiver, que toutes ces bêtes seront à nouveau regroupées par les hommes. En attendant, les jeunes cervidés risquent de rencontrer dans les parages des loups, des ours, des gloutons, des lynx ou une espèce qui se répand dans le Grand Nord, les chercheurs d'or. En Laponie, chaque rivière, chaque ruisseau peut être un bon filon. Kauko Laonen, à 71 ans, a toujours le regard perçant. Son idée lumineuse, c'est d'avoir créé il y a 40 ans un petit village très far west à Tankavara, sur les lieux mêmes de la première ruée vers l'or qui s'est produite en 1934 de manière surprenante. À environ 7 km d'ici, un lapon de la région a fait un rêve. Dans ce rêve étrange est apparu un petit homme, une sorte de lutin qui lui a dit « Vous devez aller à Tankavara, il y a de l'or. » Après quelques années, cet endroit est devenu comme une banque pour les gens de la région. Quand ils avaient besoin d'argent, ils venaient ici prendre de l'or. Aujourd'hui, le Gold Dream, soigneusement entretenu par Kauko, attire à Tankavara plus de 10 000 touristes chaque année qui viennent tenter leur chance. Kauko, avec sa pépite autour du cou d'une valeur de 10 000 €, a bâti sa fortune grâce à tous ces orpailleurs d'un jour. Si ces Indiens, ces Américains ou ces Allemands veulent avoir une chance de trouver quelques milligrammes de métal précieux, il y a une méthode facile à condition de faire preuve de patience. Non, c'est une méthode très simple. Vous avez besoin seulement de l'eau, d'une grande cuvette et de sable aurifère. Résultat, l'or est facile à voir parce qu'il est environ 7 fois plus lourd que le sable. Si j'avais envie de trouver des pépites comme celles exposées au musée et d'ouvrir une concession le long d'un ruisseau, ce serait possible à condition de régler 2 000 € pour le droit d'ouverture et à condition aussi d'œuvrer uniquement à la force du poignet. Aujourd'hui, avec la montée des cours de la valeur refuge, des rumeurs persistantes indiquent que des mines à ciel ouvert seraient en train de voir le jour en toute discrétion. Mais en Laponie, où en plein été la neige manque déjà à certains jeunes fondus de la glisse, il y a une autre véritable ruée qui est plus facile à vérifier, c'est celle du succès pour l'art sami. Le véritable cœur culturel de la Laponie, c'est Inari. Cette commune de moins de 10 000 âmes possède un musée d'art sami ultramoderne. Parmi les artistes exposés, il y a Kika Laakso. Elle crée des bijoux très tendance qui s'harmonisent avec le style des traditions sami et l'air du temps. À 30 km du musée, dans son atelier, je suis immédiatement impressionné par la dextérité avec laquelle elle travaille une matière pourtant très dure. Mais je ne suis pas au bout de mes surprises. Kika est une véritable virtuose quand il s'agit de graver des anciens signes sami. No kyllä nämä tulee siitä perinteisestä kaiverrustekniikasta. Eli mitä on aikanaan J'utilise une technique traditionnelle, en reprenant les symboles qui étaient utilisés autrefois dans la culture sami. Il y a beaucoup de style ornemental,
Beaucoup de traits, des formes simples, d'images de reines ou des figures qui viennent en général des tambours. Mais j'apporte aussi ma propre technique pour graver ces symboles. Oman tekniikan, joka sopii siihen niiden kuvioiden kaivertamiseen. Noin. Les dessins des anciens tambours de chaman sont pour Kuika une inépuisable source d'inspiration. Et sa galerie, à 2 pas de l'atelier, est un chemin à travers une cosmographie sami définitivement liée à l'animal symbole de la Laponie. On peut tout utiliser dans un renne. Les anciens Lapons disaient autrefois qu'il ne reste que l'esprit du renne qui est inutilisable. On se sert de la fourrure, de la peau, des bois, de la viande. Avant, on utilisait le renne uniquement pour la vie quotidienne, et c'était tout. Les bijoux à base des cornes de renne, c'est un phénomène vraiment récent. Et on peut créer tout ce que l'on veut avec des formes très originales. Kuika, qui travaille le renne avec talent depuis 20 ans, attendra le début de l'hiver pour se procurer sa nouvelle matière première en préférant les bois beaucoup plus durs provenant des mâles. Sur ces bijoux créés avec un total respect de la nature, j'aperçois le dessin d'un camp de pêcheurs avec des poissons qui est un appel à voguer sur le 3e plus grand lac de Finlande, le lac d'Inari. Avec une superficie de plus de 1000 km² et autant d'îles, ces eaux dépassent rarement 10 degrés en été et sont toujours potables. Dans une atmosphère qui conjugue autant de pureté à 360 degrés, il me semble naturel de respirer un parfum de surnaturel. Si ces îles abritaient autrefois des seitas, monuments de pierre ou de bois célébrant le culte de Yuko ou d'Aka, la divinité féminine, il resterait encore quelques chamans qui perpétuent des coutumes pas toujours très appréciées autour des rivages de ce lac. Pour trouver la piste d'une véritable chamane, avec un peu de patience, le bouche à oreille fonctionne et j'ai rendez-vous avec Armi. Employée dans un magasin de souvenirs et craignant de passer pour une illuminée, elle me donne rendez-vous au bout d'une piste dans un refuge totalement vide. Il est 11 h du soir quand les premières vibrations du Nurinta Rumpu retentissent. La chaleur accentue la résonance du tambour. Toujours réalisé uniquement en peau de renne, il est un instrument pour communiquer, pour soigner, mais avec un mode d'emploi exclusif. Ce tambour est un tambour personnel. Je ne peux pas le prêter. C'est un instrument unique que j'ai construit et préparé moi-même. Et quand je l'utilise, je fais appel à la terre, mère, au soleil, père, et au vent, Dieu. C'est à ce moment, en jouant, que les sons invitent les bons esprits. Armi ne souhaite pas être montrée du doigt comme une chamane. Elle préfère se définir simplement comme guérisseuse. Son ambition, c'est de soigner avec l'énergie des ondes de son tambour, mais aussi avec le fluide de ses mains en évitant toute publicité, car l'autre grande qualité d'Armi, c'est sa modestie. J'avais remarqué très jeune que j'avais un don pour soigner les maladies. Cela m'a fait peur. Je me suis posé des questions. Et si par exemple, j'attrapais le mal de la personne que je soigne?
Ou alors, est-ce que je pouvais transférer mes propres maladies aux personnes que je soigne quand je pose mes mains sur elles? J'ai eu le sentiment qu'il fallait que j'en apprenne plus sur mon don pour bien soigner les gens. Armi a reçu l'initiation d'une ancienne chamane qui lui a enseigné les lois des énergies qui circulent dans la nature. En Laponie, ces dons sont surtout une affaire de transmission entre femmes, dont certaines sont aussi de grandes chanteuses de yok. Il y a parmi les chanteuses Saami des styles de yok très différents, avec des interprétations très personnelles. Il y a des chants de yok qui parlent de la nature. Le yok peut être une ambiance, mais aussi une atmosphère. Et ça peut être en même temps une chanson. La prohibition pendant près de 300 ans du chant traditionnel et des tambours aurait pu avoir définitivement raison de la tradition Sami. Je repense aussi à la prescription de la guérisseuse me conseillant de dormir davantage. Mais comment fermer l'œil quand les nuits sont aussi dorées? Comment ne pas rester émerveillé devant les reflets nocturnes sur la mer de Barents? Quand le soleil reprend son ascension, j'explore Kirkenes. Cette cité norvégienne de moins de 5000 habitants possède deux facettes. Côté pile, des mines de fer, et côté face, un port en léthargie dont le réveil est programmé pour début octobre. Ces murs de casier seront embarqués sur d'énormes chalutiers norvégiens ou russes pour la campagne annuelle de pêche de king crab. Les crabes géants qui pullulent en proportions inquiétantes dans tous les fjords norvégiens. Brise légère, belle éclaircie, je réponds présent à l'appel du large proposé par Lars Peter Høy. Ce spécialiste emmène en toute saison des amateurs de fraîcheur à la découverte des colonisateurs des profondeurs qui ne se sont pas retrouvés ici par hasard. C'est parce qu'en 1961, des scientifiques russes ont ramené ici quelques crabes. Pendant longtemps, personne n'a eu l'idée de les pêcher. Et puis, ils sont devenus très nombreux et c'est seulement depuis 10 ans que les premières pêches ont véritablement débuté. Cet après-midi, les descendants de cette expérience scientifique hasardeuse pullulent à 20 mètres de profondeur. Lars Peter refait surface avec quelques beaux spécimens en main. Très vite, cela permet de faire connaissance avec cet envahisseur. Pourvu de 10 pinces, il décime les coquilles Saint-Jacques et les oursins des fjords. Pesant en moyenne 3 à 4 kilos à taille adulte, il n'a pas de véritable prédateur à part l'homme. Après plus de 20 minutes passées dans une eau entre 8 et 6 degrés, Lars Peter est intarissable à propos de ces bêtes sur le bateau comme maquet. Quand ils arrivent à l'air et quand ils sont exposés au soleil, les crabes sont presque paralysés. Mais il ne faut jamais oublier qu'ils sont très puissants. Leurs pinces sont très fortes. Si vous mettez un doigt entre les deux, il peut facilement le couper. En fait, la plupart des crabes qui ont été trouvés aujourd'hui sont les crabes femelles. Là, en dessous, vous allez découvrir tous les œufs de l'année. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais au moins 3 à 400 000. Ici, en moyenne, les crabes pondent un demi-million d'œufs. Dans ces conditions, la densité des crabes n'est pas prête de diminuer, même s'il y a de plus en plus d'amateurs prêts à se lancer dans des festins qui demandent beaucoup de doigté. Après avoir parcouru presque 2000 km, il est maintenant temps de quitter Kirkenes et de faire demi-tour pour remettre le cap pour la première fois vers le sud.
Sur cette route, où chaque nuit le soleil continue son récital entre les nuages, annonciateur d'un changement de temps, mais aussi de paysage. Fini les successions de lacs et les lignes droites sans fin. La Translaponie entre dans le territoire des eaux très vives. C'est le plateau du Finnmark, la région la plus inhabitée de Finlande, qui est aussi le paradis des pêcheurs de saumon. Mais entre fin juin et début juillet, ce bout du monde se transforme en luxuriant jardin d'Éden pour les Lilliputiens. Avec Nils Alak Valkeapää, le chantre de la culture sami, les paysages prennent une résonance poétique. La toundra, comme un troupeau de rennes ondule, se découpe sur le flux du ciel et les voies du vent. Ce plateau du bout du monde, qui est bordé par la frontière entre Norvège et Finlande, est aussi une voie très appréciée par de nombreux cyclotouristes de toutes nationalités, à qui les grandes échappées en solitaire ne font pas peur. Alors qu'est-ce qui motive ce vétéran polonais à se lancer dans une escapade de plus de 400 km à la force des mollets, sans traverser la moindre localité? C'est ça que j'aime bien, cette végétation, ce temps, cette lumière. Il ne fait pas vraiment chaud. Je n'aime pas les moustiques. Janusz continue son périple vers le nord en espérant prendre de vitesse ses meilleurs ennemis. Moi, je file vers le sud pour passer la frontière suédoise et rejoindre Kiruna. Ensuite, je repasserai le cercle polaire pour atteindre Gammelstadt et Sundsvall, le point final de cette boucle à travers la Laponie. En arrivant à Kiruna, il y a des signes qui ne trompent pas. Montagnes rognées, découpées, monuments emblématiques. Ici, tout est une affaire de savoir-faire. En 1899, quand la petite Kiruna est née, et la ville avec, les montagnes étaient intactes. Si l'extraction à ciel ouvert jusqu'en 1968 a radicalement changé le paysage, aujourd'hui, dans la plus vaste mine de fer du monde, tout se déroule à plus de 1300 mètres sous terre. Pour Lina Nennström, spécialiste de l'histoire de Kiruna, les raisons de cette démesure tiennent en des conditions de teneur en fer exceptionnelles. L'idée est que plus on descend profond, et plus la densité s'améliore. Le fer est très très pur, on ne peut pas espérer trouver mieux dans la nature. La conclusion est que nous avons ce que l'on peut appeler une tranche de minerai de fer, comme un toast, qui est estimée à une profondeur de 4 km. Elle fait environ 120 mètres de large et nous ne savons pas où elle se termine. On n'a pas encore trouvé la fin. Si l'exploitation du fer semble illimitée, pour Kiruna en revanche, le temps est compté. Et l'horloge de la mairie sonne un compte à rebours. Les 400 km de galeries ont transformé le sous-sol de la ville en gruyère qui menace de s'effondrer. Mais la mine de fer est tellement rentable pour l'État suédois et ses investisseurs américains qu'il est impossible de la fermer. Alors un projet colossal est né, la construction d'une nouvelle cité d'ici 2030. Un chantier de titan va débuter. Un champ d'éoliennes annonce l'emplacement de la future ville qui aura comme panorama les plus hauts sommets de Scandinavie, ma prochaine étape pour me dégourdir les jambes. Le véritable point de départ, c'est quand j'embarque sur le bateau de Nils Ari. Pendant la saison estivale, il offre une alternative reposante, naviguer plutôt que d'user ses souliers sur le long sentier de 19 km qui mène au refuge de la Kebnekaise.
Ce Sami qui navigue depuis 31 ans sur le lac et la rivière de Nikkaluokta est aussi toujours de bons conseils en arrivant sur la berge. Maintenant, nous sommes arrivés. Et c'est là où commence vraiment la randonnée. Il reste un peu plus de 8 km pour atteindre le refuge. Cela peut prendre entre 2h30 ou 3 heures de marche, en fonction du poids de vos sacs. Allez, bon courage! Pour atteindre le refuge de la Kebnekaise à la modeste altitude de 690 mètres, le sentier en longue pente douce est pour une randonneuse comme Anita Peterson un moment de contemplation. Je cherche à savourer, je ne cherche pas à aller vite. On s'arrête, on regarde la nature. J'aime prendre des photos, je savoure vraiment, je ne cherche pas à faire des exploits. On peut prendre notre temps, car en ce moment les jours sont longs et la lumière est là tout le temps. À mon arrivée en fin d'après-midi, le ciel se dégage totalement au-dessus du refuge. Avec une capacité de 300 lits, c'est le plus grand refuge de Suède. En découvrant son salon, je serais tenté de dire hôtel. Karin Jonasson accueille entre mai et septembre près de 20 000 randonneurs. Une telle affluence s'explique parce que, d'une part, ce refuge est à la jonction de grands sentiers, et d'autre part parce qu'il est le point de départ pour gravir la Kebnekaise, le point culminant de ce massif. Une ascension qui mérite quelques conseils à viser. Si vous avez un bon entraînement et que vous pouvez utiliser de bonnes chaussures de randonnée, vous n'avez pas besoin d'équipements d'escalade ou d'autres matériels pour grimper. Au sommet proprement dit, il y a une arête assez raide, avec de chaque côté une paroi abrupte au-dessus de 2 glaciers. Donc en fait, les derniers 50 mètres jusqu'au sommet peuvent être dangereux en fonction des conditions atmosphériques. Alors vous pourriez avoir besoin de crampons. L'exposé de Karin me motive dans l'idée de me lancer sur la voie de la Kebnekaise. Mais les prévisions de météo n'annoncent rien de beau pour le lendemain. Alors je repense à Anita me disant que la lumière est là tout le temps et je prends la décision de poursuivre l'ascension sans pause sous la couette. Il est minuit et je compte sur 6 à 7 heures de répit avant l'arrivée d'une nouvelle dépression, juste le temps de voir de plus près le Mont Blanc des Alpes scandinaves. Au bout de 2 heures de montée, je comprends très vite que ces montagnes méritent parfaitement le nom d'Alpes. À 4 heures du matin, un fort vent polaire me surprend au passage d'un col à 300 mètres du sommet. En quelques minutes, une mer de nuages haute toute visibilité et le fondu au gris devient givrant. Il faut se rendre à la raison, ce n'est plus un temps à suivre les traces de l'explorateur Charles Rabot. En 1884, ce Français avait été le premier à poser un pied sur le glacier qui mène à 2123 mètres au sommet de la Kebnekaise. À la faveur d'une éclaircie, la redescente par la voie des airs, depuis le refuge, donne un ultime aperçu de ces glaciers, de ces parois qui ont tout de la haute montagne. Pour rejoindre les rivages de la mer Baltique, la Translaponie se transforme en longue descente de 200 km. En repassant au sud du cercle polaire, dans la nuit, le soleil redevient aussi flamboyant que rasant. La surprise le lendemain en arrivant à Gamelstadt est de découvrir que la rue du Vieux-Port, en suédois Gamla Hamngatan, débouche sur des champs.
Comme en Finlande, là aussi, la montée des terres due à la fin de la dernière glaciation a été importante et la mer, en 500 ans, s'est retirée à plus de 8 km. Comme témoignage d'un temps où Gamelstadt était une cité de pêcheurs, il reste son église, qui servait aussi de point de repère pour les marins. Mais elle n'a pas toujours été en pierre, et le pasteur Urban Djur connaît par cœur sa longue histoire. Avant cette église, il y avait aussi une église, mais celle-ci était en bois. On n'est pas tout à fait certain, c'est toujours difficile d'avoir des preuves exactes. Mais ce que l'on sait vraiment, c'est qu'ici a été inaugurée une église en 1492, lorsque Christophe Colomb a découvert l'Amérique. L'unique relique datant du début de la Renaissance, c'est cette sculpture en bois. L'église possède ainsi quelques joyaux de l'art baroque en Scandinavie au XVIIe et XVIIIe siècle, car elle était, à ces époques, le lieu de culte le plus au nord de la Suède. Toutes ces petites maisons rouges, avec des intérieurs très simples, servaient uniquement à accueillir des familles qui venaient donc de très loin pour assister aux messes. Aujourd'hui, ce village n'est plus une cité dortoir, mais reste un havre de paix. Sur les routes de Suède, il existe d'autres lieux cultes, mais qui occupent des emplacements parfois très inattendus. C'est le cas du tremplin à saut d'Holmomskovik. En hiver, quand il y a des compétitions, on peut se demander si des skieurs ne risquent pas de passer à la pompe. Mais les toutes petites routes réservent d'autres rencontres peu banales, comme de croiser dans la région de Sollefteå une version de bémur à la mode scandinave. Si le bonheur de rouler à près de 60 km/h est dans la forêt, cela mérite de comprendre pourquoi ces huskies dévorent la piste. Nous faisons un long trajet tous les dimanches. Si c'est comme aujourd'hui, avec une température correcte, entre 19 ou 20 degrés, alors les chiens peuvent courir facilement 8 à 10 km. Car c'est très important de les maintenir en bonne condition physique, pour qu'ils soient prêts à tirer un traîneau quand l'hiver revient. Donc je dois toute l'année les entraîner. On ne peut pas démarrer un entraînement intensif d'un coup. Ils ne pourraient pas suivre, ce serait trop pour eux. Ace avec sa compagne Carolina sont dans la région de véritables pionniers. En plus des cultures bio, leur ferme est un lieu d'expérimentation surprenant sous cette latitude. Je cultive des tulipes en Suède. C'est un pari extrême ici, dans le nord, avec le froid. Beaucoup de gens me disent que cela ne fonctionnera pas. Donc ils viennent ici pour regarder si les tulipes grandissent ou pas. C'est donc un projet très amusant et je suis curieuse de voir comment il va se développer à l'avenir. Cette année, la collection de tulipes de Carolina comportait 5 couleurs différentes et sa dernière nouveauté, c'est un élevage d'ânes pour le plus grand bonheur des enfants. Il est temps de quitter la Suède des forêts, qui représente 80% du territoire, pour se replonger dans celle des villes. Ma grande boucle, qui avait débuté en Finlande au son du tango, sur les bords de la Baltique, s'achève 3200 km plus loin, sur l'autre rive, à Sundsvall, mais avec des airs plus électriques. L'homme qui a transformé une fête de quartier en plus grand festival rock de Suède, c'est lui, Göran Melin. Il sait aussi pourquoi cette ville très classique a muté.
C'est une très bonne question, parce qu'il y a une très grande culture musicale ici. Dans les années 80, on surnommait la ville Punkval. Il y avait vraiment beaucoup de punk et ce mouvement a grandi. Quelques années plus tard, tous ces punks se sont mis alors à créer ici de nombreuses maisons de disques, mais aussi beaucoup de radios ou une douzaine de studios. Résultat, cette ville, véritable florilège de l'architecture néoclassique, a été paradoxalement élue ville de la pop européenne. Dès le début de soirée, plus de 25 000 personnes envahissent le centre de Sundsvall pour assister à des concerts de toute taille. Sur la grande scène, les stars suédoises de The Ark enthousiasment leurs fans. Mais les groupes locaux ne sont pas en reste et font aussi le show avec des classiques irrésistibles. Même si je suis touché par la ferveur populaire qu'il suscite, j'ai encore la tête dans les grands espaces lapons. Je me sentirai encore bien avec une chamane ou des éleveurs de rennes, et les idéogrammes samis restent des cairns magiques dans ma mémoire vive. Au-dessus des clameurs de la ville, la promesse enfin d'une première véritable obscurité arrive, et avec elle le rêve de partir vers d'autres itinéraires, guidés cette fois par l'étoile polaire.